One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut Théo. La thérapie de ce jour est consacrée comme chaque fin de mois à la saga David Bowie. Nous l'avions laissé presque mort le mois dernier, paumé à Los Angeles, le nez blanchi par l'abus de cocaïne et le cerveau tout aussi attaqué puisqu'il avait commencé à avouer un certain culte à Adolf Hitler, prétendant qu'il était la première rockstar de l'histoire. On le rappelle, l'abus de substances illicites est dangereux pour la santé et la carrière. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique avec lui pour retrouver le vieux continent. On est au milieu des années 70, Bowie vient de pondre Station to Station et il a besoin de nouvelles inspirations. Il semblerait qu'il ait quelques affinités avec l'Allemagne, qu'elles soient des années 30 ou plus récentes. Vous l'aurez compris, on s'attaque à la fameuse trilogie berlinoise. Mais on va faire quelques escales en cours de route, notamment en France. Avant de se plonger dans le bain berlinois, je vous propose qu'on reste un instant sur Station to Station, sorti en 76. On s'écoute Word on a Wing. Just as long as I can see you, never
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Vous l'aurez compris, c'est un Gauthier heureux qui nous accompagne aujourd'hui car nous nous attaquons à la fameuse période berlinoise de Bowie, que tu connais particulièrement bien, Gauthier. Alors, pourquoi est-ce que cette période est primordiale dans la carrière de Bowie ? Parce que, alors on va faire 2 émissions même sur la période berlinoise, parce que Bowie opère une révolution, vous me direz, c'est pas très nouveau, après avoir fait la pop, la folk, le glam, le rock, la soul, ben maintenant on s'attaque à l'avant-garde. Pour une trilogie berlinoise qui n'a en fait de berlinois que le nom, sur les 3 albums qu'on considère comme étant la trilogie berlinoise, c'est-à-dire Low, Heroes et comment il s'appelle, Lodger, il y a 1,5 de ces 3 albums qui ont été vraiment composés à Berlin. Mais bon, passons. C'est un peu donc du marketing, tout ça, mais ne l'oublions pas, Bowie était un génie du marketing. On vous l'a suffisamment répété au cours des dernières émissions. Juste un petit mot pour replanter le décor avant de s'envoler pour Berlin. Enfin, presque. On en est où, Gauthier, à ce moment-là ? Alors, tu l'as dit dans ton édito, Théo, mais il est important de reposer les bases parce que c'est fondamental, justement, dans ce que sera la période berlinoise après. Et période berlinoise qui est, pour beaucoup, la période la plus révolutionnaire de David Bowie. Donc, il faut comprendre où est-ce qu'il en est. Donc, tu l'as dit, il est plein de cocaïne à Los Angeles, notre ami. Vous avez un documentaire qui s'appelle Cracked Actor, d'un dénommé Alan Wettob sur la BBC, qui est une illustration assez impressionnante de cette période. On a un Bowie qui est nerveux, méfiant, physiquement affaibli. À l'époque, il se dit qu'il ne se nourrit que de poivrons et de lait. Je crois un ensemble qui est gustativement douteux, mais... L'un atténue, oui, je sais pas. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas, Théo ? Ce régime singulier s'accompagne probablement de diverses drogues, parce que dans la tête, Gauthier, ça va pas terrible non plus pour ce pauvre David. Tu l'as dit très justement dans ton édito, Théo, effectivement, on est un garçon, c'est important parce que c'est ce qui justifiera aussi sa mise en retrait de la période berlinoise, on y reviendra en fin d'émission, mais il souffre de crises, un peu d'hallucination. Bon, quand t'es drogué, ça peut arriver. Il sombre dans une forme de paranoïa, d'obsession, il est passionné, tu l'as dit, par la magie noire, la sorcellerie, le Troisième Reich, qui est une passion comme une autre, pas top. Il sort malgré tout de tout ça un album absolument fantastique, on en a parlé la dernière fois, Station to Station, et il y structure autour de lui un trio, parce qu'on l'a toujours dit aussi dans nos émissions, mais David Bowie, c'est aussi toujours des influences, c'est quelqu'un qui pique un peu à droite à gauche. Des satellites. Voilà, et là on a Carlos Alomar, on en a déjà parlé à la guitare, George Murray à la basse, et Dennis Davis à la batterie, c'est la section rythmique, on va dire, on va les appeler comme ça, même si la guitare est plus qu'une simple section rythmique, qui va accompagner la trilogie berlinoise. Alors, un trio important l'accompagne, donc tu l'as dit, mais rappelons que l'année précédente, Bowie s'est en revanche séparé de son manager, Tony DeFries. Rappelons également que sur l'album Young Americans, sorti en 1974, il s'était approprié la musique soul, ou plus largement ce qui est appelé la musique noire américaine. C'est important, Gauthier, à cette période ? C'est très important, on en avait parlé, Théo, mais je le rappelle parce que là encore, on ne peut pas rentrer dans la trilogie berlinoise sans comprendre ça. Avec la musique soul, il va découvrir cette façon d'enregistrer un peu qu'on a dans la musique soul, c'est-à-dire on compose en studio, pas avant d'aller en studio. On s'enferme dans le studio, on laisse venir le son, les impros, le tout en pleine nuit, sous cocaïne bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et cette façon en fait de s'approprier le studio comme une espèce de lieu d'enregistrement, d'un lieu de création, et avec un plus grand lâcher-prise, on va dire, dans la composition, de la laisser plus venir à toi, avec de l'impro, etc. Ça aussi, c'est radicalement fondamental pour la trilogie berlinoise. C'est marrant parce que Bowie, au final, c'est un peu une révolution linéaire. Oui, permanente. Permanente. Et s'il s'inspire beaucoup de soul, il va mélanger ce genre à un autre, et je pense qu'on peut vraiment parler de grand écart dans ces cas-là, Gauthier. De très grand écart, alors on l'a dit, pop, souplesse, folk, glam, rock, oui, la soul, et donc il passe à l'avant-garde, et la trilogie berlinoise a aussi peut-être le nom de berlinois, parce qu'à cette époque, David Bowie s'intéresse à la musique allemande, le krautrock allemand, avec Neu, Kraftwerk, etc., des chansons, je peux pas vous la mettre parce qu'elle dure 10 minutes, mais Allo Lago, par exemple, de Neu, dont la rythmique de batterie est une obsession qui va animer énormément de musiciens de l'époque, et pour son chef-d'œuvre donc musical qui est Station to Station, mais aussi de créativité, parce que comme tu le dis très justement, Théo, cette espèce de grand écart absolument invraisemblable à faire entre le krautrock, la musique soul, la pop qui a toujours animé un peu David Bowie, c'est un truc absolument délirant, et c'est ce que sera Station to Station, une porte d'entrée exceptionnelle, peut-être encore plus grande que ce qui sera la période berlinoise juste après. Dans l'univers créatif de Bowie. Juste une question comme ça, tu me rappelles quand est sorti Ziggy Stardust ? C'est impressionnant parce qu'on a dit pop, folk, glam, rock, soul, avant-garde, krautrock. Ziggy Stardust à cette époque-là n'a que 3 ans et le mec a déjà passé par tous ces mouvements. Il est déjà mort d'ailleurs. Ziggy Stardust, on l'a suicidé. Voilà. Et
S'il prend son fameux trio dans les valises, David Bowie a encore de la place pour un bagage un peu plus encombrant, mais tellement fascinant. C'est celui qu'on appelle l'iguane. Iggy Pop. Iggy Pop. Alors comment ils se rencontrent les deux? En fait, un petit lien va se faire parce que donc l'un se perd dans la cocaïne à Los Angeles, l'autre est en cours de désintoxication juste à côté pour héroïne. Alors spoiler alerte, ça ne va pas fonctionner du tout la désintox pour notre bon Iggy Pop, mais bon, il aura essayé, hein, c'est gentil. Eh oui. Et je suppose que c'est. Il essaye encore, non? Oui. J'espère qu'il s'est calmé parce qu'il est quand même très vieux maintenant. Keith Richards. Et c'est impressionnant qu'il soit toujours en vie. Les deux d'ailleurs, Keith Richards et Iggy Pop. Je suppose que cette passion, on va dire, pour les substances illicites va créer un lien entre les deux. Les deux bougres on en avait parlé, hein, déjà collaboré pour le démoniaque Raw Power des Stooges. Et donc c'est un Iggy Pop qui va suivre notre bon David Bowie, qui l'emporte dans ses valises pour essayer de relancer la carrière solo d'Iggy Pop, qui à l'époque est orphelin de ses Stooges. Les Stooges ne sortiront, sauf faire de ma part, quasiment plus d'albums, sauf un beaucoup plus tardivement, mais l'entité Stooges n'existe plus. Cet album, on va y venir, et l'un de ses extraits, c'est notamment China Girl. Vous allez voir, David Bowie, il est déjà très loin dans la composition. Alors je corrige, hein, c'est David Bowie que vous entendez parce qu'il reprendra China Girls pour l'album Let's Dance un peu plus tard, mais vous avez une version de China Girls d'Iggy Pop composée par David Bowie. Et donc, quand je le disais en intro que cette joyeuse petite troupe va faire une escale en France, escale qui va durer un peu plus longtemps que l'on ne pense. Qu'est-ce qui est ressorti de ce séjour français, Gauthier ? Un album justement pour notre bon Iggy Pop, puisque Iggy et David vont s'installer au mythique Château d'Hérouville, dont on a déjà parlé. David Bowie, qui est toujours là pour piquer des influences, récupérera notamment d'Iggy Pop cette folie derrière le micro, on va dire une démarche chantée plus punk, plus rageuse, et qui permettra à David Bowie propre à Iggy Pop. Ouais. Et donc il en ressortira un album, The Idiot, hommage à Dostoïevski bien évidemment, qui sent bon le berlinois. Alors là encore une fois vous avez la version de Let's Dance, je vous prie de m'en excuser, voilà, qui par son ambiance noire, oppressante, presque violente, sera pour beaucoup les préquels de ce que sera la Cold Wave plus tard en Angleterre, 5 ou 6 ans plus tard, ou peut-être les 4-5 ans plus tard, voilà. Mais donc David Bowie, pour son pote, révolutionne encore un tout petit peu la musique, mais ça c'est habituel. Et avant de s'envoler pour Berlin, Gauthier, on va se marquer une petite pause en s'écoutant Speed of Life qui ouvre l'album Low, dont il va être question dans la seconde partie de l'émission.
Là, on est à Berlin, mec. Ah ouais. Bon, en fait, on n'est pas vraiment à Berlin parce que David Bowie, je crois, n'avait pas mis son passeport à jour, Gauthier. Non, alors quand il enregistre ça, il est encore en France au château d'Hérouville. Quand on vous disait que la période berlinoise n'avait de berlinois que le nom, la moitié, on va dire, de l'album Low est enregistré à d'Hérouville, ou tout du moins composé au château d'Hérouville. D'accord. Alors, quand je vous disais que c'était du marketing, hein, la trilogie berlinoise. Mais du coup, pour qu'un vent de fraîcheur souffle sur l'inspiration de Bowie, il va faire appel à un nouveau compère, et pas des moindres, Gauthier. Tu nous le présentes ? Alors, un vent de fraîcheur, quand tu écoutes les bizarreries que notre ami va composer, je n'utiliserai pas le terme de frais, bien au contraire, ou de fraîcheur mancunienne, quoi. Voilà, la cold wave. Ouais, vraiment. Très très fraîche. Alors, ce deuxième larron, ça sera Brian Eno, donc passé par Roxy Music, qui est une sorte de David Bowie glam, mais vraiment encore plus arty, encore plus jusqu'au boutiste, on va dire, qui a une carrière solo très intéressante sur laquelle on pourrait passer des heures entières, qui va passer de l'album pop, on va dire relativement conventionnel, à la musique d'aéroport, parce que oui, il a fait un album de musique d'aéroport, entre autres. Voilà, Mais c'est qui ? Ah, mais alors, Tu l'as pas nommé. Mais Brian Eno aussi, je l'ai dit. Ah, je l'ai pas entendu, mais tu pardon. m'écoutes qu'une fois sur deux. Alors, la vérité, le début de l'histoire entre ces gars commence en 76 à Londres, quand ils se rencontrent à l'époque pour un concert de Station to Station. Ils s'étaient déjà croisés à l'époque de Roxy Music. À l'époque, je crois, où Roxy Music faisait la première partie de la tournée de Ziggy Stardust. Donc, c'est ce Brian Eno qui va venir compléter notre troupe de musique, on va dire, noire américaine, que Bowie a déjà constituée pour Young America. Notre bon vieux Visconti, hein, qui est toujours aux manettes. Et donc, Brian Eno pour retourner la table, parce que pour retourner une table, il vaut mieux être deux que un. On est d'accord. Précisons d'ailleurs que Brian Eno a réellement sorti en 78 un concept album de musique d'aéroport. Ah non, mais oui, il a fait musique for film aussi. Enfin, la discographie de Brian Eno, c'est un vrai truc. Hein. Mais en effet, quand tu me cites tous ces noms, on peut manifestement parler de Dream Team quand on voit la réunion de tous ces talents. Qu'est-ce que va apporter Brian Eno à cette équipe qui est déjà solide ? Alors, je vais te répondre en te disant que c'est une Dream Team, pas si t'aimes Coldplay. C'est une Dream Team d'un autre genre. C'est la Dream Team si t'aimes Joy Division ou des trucs comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que va... Comme un super groupe déjà avant l'heure, presque. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait eu Led Zepp déjà et tout avant. Certes. Voilà. Mais... Crosby, ouais. Stills & Nash. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter ? Je vais te le dire très simplement avec la structure de l'album dont on parle maintenant, qui est entre guillemets le premier album berlinois, à savoir Low. Low, c'est une piste, une face A avec 7 chansons, donc quelque chose de plutôt en principe avec des pistes de 2 minutes, 3 minutes, des choses comme ça. Et puis, la piste B, la piste, on va dire, sur laquelle Brian Eno a contribué, où il n'y a plus que 4 chansons, donc des choses... Mais qui sont plus longues que la face A. Ah oui, qui sont très longues, très étirées, très conceptuelles. Low, par exemple, qui est le premier album de la trilogie berlinoise, tu as vraiment des gars qui aiment David Bowie, qui te disent qu'ils peuvent écouter la face A et pas du tout la face B. C'est extrêmement expérimental, la phase B. Voilà. D'accord. Allez vous renseigner sur les techniques, par exemple, d'enregistrement entre les deux, où par exemple il y avait quasiment des jeux de rôle où il fallait limite tirer des cartes avec des idées sonores et il fallait se démerder pour les empiler les unes par rapport avec les autres. Ouais, ils sont. Ah, mais ils s'amusent. Ils sont ailleurs. Ils sont dans toute autre chose. Et du coup, Gauthier, comment est-ce que l'alchimie se fait entre tous ces personnages ? Parce que comment est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble ? Est-ce que Brian Eno n'est pas justement un peu trop présent ? Alors, c'est justement l'idée qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a un rapport très différent à la composition sur Ziggy Stardust. Par exemple, on avait un David Bowie qui arrivait un peu avec sa compo, et voilà. Là, pas du tout. En fait, David Bowie propose à son trio rythmique d'essayer de pondre un peu une mélodie, de la faire bouger et tout. Donc, on les laisse jouer un peu. On fait un peu une impro. Derrière, ensuite, on va essayer de rajouter quelques instruments. On va ensuite sortir tout le monde du studio et on va laisser Bowie rajouter les paroles et le chant. Alors, ce qui est une démarche un peu atypique déjà, parce que ça peut durer... on laisse vraiment venir la musique et voir un peu ce que ça sort, avec des idées, on va dire, très très vagues au moment où on compose la chanson. Et puis, pour une musique, le rock, en principe, qui est quand même structuré généralement autour de la mélodie vocale du chanteur, là, en fait, le chanteur, c'est quasiment la 8e roue du carrosse qu'on fait venir à la fin, une fois qu'on a trouvé un peu un son qui fonctionne. Donc, c'est un peu atypique, on va dire. Et c'est de poser un texte là-dessus. Voilà. Et quel est l'accueil réservé à cet album par RCA, qui était à l'époque la maison de disques de Bowie ? Alors, un peu catastrophique quand ils vont recevoir l'album, et d'une certaine façon, on peut les comprendre. Ils vont demander à David Bowie, par exemple, de chanter un tout petit peu plus. Ils iront même jusqu'à lui proposer de lui louer une maison à Philadelphie, là où son rapport avec la soul avait commencé, pour qu'il nous refasse un Young Americans, qui se vendait peut-être nettement mieux. Mais dans le contrat avec RCA, David Bowie s'était démerdé pour qu'une clause empêche RCA on va dire, de s'opposer à la sortie d'un album. D'accord. Donc Bowie ira vaille que vaille, quand bien même le label ne le veut pas, et il sortira Low en l'état, quoi.
Et du coup, Bowie prend plein fer l'enthousiasme tout modéré de sa maison de disques et va sortir cet album avec un titre qui résonnera un peu comme une résignation. Oui, low, on peut se demander pourquoi il appelle ça low. Et bien en fait, ça vient de low profile, c'est-à-dire faire profil bas. Quand ça sortira le 14 janvier 77, l'idée de David Bowie, c'est de sortir de cette starification, de sortir notamment de sa personne qui est mise toujours très en avant, au point de créer des avatars presque de lui-même, des personnages et tout. Là, non. David Bowie dit, voilà, maintenant je vous donne de la musique, je ne fais plus que ma musique, je me mets en retrait par rapport à tout ça. C'est une démarche qui habitera toute sa trilogie berlinoise. Alors, c'est sûr t'es pas dans les flashs, comme tu dis, pour les meilleures raisons durant ces dernières années. Tu as une analyse à nous livrer d'un spécialiste, encore plus que toi, de la trilogie berlinoise. On t'écoute, Gauthier. Alors, c'est Mathieu Thibault qui a sorti un excellent livre qui s'appelle La trilogie Bowie et No. Et justement, il ne l'a pas appelé la trilogie berlinoise parce qu'il dit lui-même que ce n'est pas Berlin. Aux éditions Camion Blanc, alors petite phrase pour Camion Blanc, le livre que j'ai acheté était intégralement imprimé à l'envers. Alors, je ne sais pas si c'est dans une démarche... C'est-à-dire comme un manga ? Ouais. Comme un manga, alors il se lisait de droite à gauche et le livre retournait. En fait, tout est imprimé à l'envers. Et tu sais que quand je l'ai acheté, je l'ai ouvert, je m'en étais pas rendu compte. Et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait un trip aussi un peu expérimental à la trilogie ? Alors, heureusement, j'ai l'habitude de lire des mangas, donc ça m'a pas perturbé, mais c'était tout imprimé à l'envers. Donc sachez-le, Camion Blanc, vous avez des tomes de ce livre qui seraient mal imprimés bizarrement. Bon, je cite Mathieu Thibault. Station to Station représentait la synthèse aboutie entre le passé soul et américain de Bowie, son nouvel intérêt pour la répétition mécanique du krautrock. L'eau va plus loin encore dans la juxtaposition violente des extrêmes, le groove du trio rythmique, hérité du funk, est amputé de sa souplesse par le traitement sonore infligé par les effets d'harmoniseur, vous l'avez entendu sur la chanson Speed of Light, et de compression et de collage. En gros, Station to Station, la porte d'entrée de la trilogie berlinoise, et peut-être sa version, parce que tous les ingrédients sont là, sa version la plus facile d'accès, parce qu'en fait, quand il va aller dans sa trilogie berlinoise, David Bowie va pousser tous les potards à fond, il va pousser l'expérimentation le plus loin possible, et le son le plus loin possible, quitte parfois à devenir difficilement écoutable pour certains. Ouais, donc l'eau, c'est le coup de tampon sur le passeport pour partir à Berlin. Ça y est, mon grand Théo, ils partent officiellement à Berlin pendant que, parce qu'on resitue aussi un peu dans le contexte, pendant que le punk est en train d'exploser en Angleterre, on est en 77, donc Sex Pistols, Clash, etc. etc. Et aux États-Unis, lui, David Bowie, il est déjà passé à autre chose. Bon, tu me dirais, il n'aura jamais fait de punk, mais il est déjà en train de poser les bases du post-punk, de la Code Wave, c'est-à-dire de ce que feront Joy Division 2 ans, 3 ans plus tard. Toujours un coup d'avance, c'est David Bowie. C'est David Bowie. Bon, tu le promets, on va à Berlin le mois prochain alors ? On y sera vraiment. Enfin, la deuxième partie de l'eau est composée à Berlin, mais voilà. Les amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec Sound and Vision, la 4e piste de Low, donc, dont on vous parlait. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. Salut. the color of my room where I will live.
will sit right down, waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude, over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision?